L'année 1922 s'ouvre sur une Allemagne profondément meurtrie et plongée dans un chaos indicible. Les cicatrices de la Grande Guerre marquent encore douloureusement les esprits et les corps de millions de survivants. Une instabilité politique chronique fragilise chaque jour les fondations de la toute jeune République de Weimar. L'inflation galopante détruit impitoyablement les économies des citoyens les plus modestes de la société. Les pénuries alimentaires transforment la vie quotidienne en une lutte permanente pour la simple survie. C'est dans ce climat d'extrême détresse nationale que se tapit un mystère effroyable et sans précédent. Bien loin du tumulte des grandes métropoles, la Bavière rurale conserve jalousement ses traditions séculaires. Les communautés paysannes vivent repliées sur elles-mêmes, cultivant une profonde méfiance envers les étrangers. À une soixantaine de kilomètres au nord de Munich se trouve un petit coin de terre appelé Kaifeck. Là se dresse une ferme cachée derrière un bois dense, baptisé tout simplement Hinterkaifeck. Ce lieu, jadis paisible, va devenir le théâtre du crime le plus terrifiant de l'histoire allemande. La vie y était pourtant rythmée par les travaux agricoles et le soin quotidien des bêtes. Mais derrière cette façade de normalité pastorale se cachaient de lourds secrets de famille. Les rumeurs allaient bon train au village le plus proche concernant les mœurs des Gruber. Le patriarche Andreas Gruber était connu pour sa violence et son avarice légendaire. Personne n'osait s'approcher de la propriété sans une excellente et impérieuse raison. L'isolement géographique de la ferme renforçait considérablement ce sentiment d'exclusion totale. Les hivers bavarois étaient rudes, enveloppant le paysage d'un linceul blanc immuable. Le vent soufflait violemment à travers les planches mal ajustées des vieux bâtiments. C'est dans cette atmosphère glaciale que s'est forgé le destin tragique des 6 victimes. Les archives de la police de Munich conservent encore aujourd'hui les détails de cette horreur. Les enquêteurs de l'époque n'avaient jamais fait face à une telle sauvagerie humaine. Pour comprendre le drame, il faut d'abord analyser le quotidien monotone de ces paysans bavarois. Le travail commençait bien avant l'aube, sous des températures frôlant souvent le point de congélation. Les relations avec le voisinage s'étaient détériorées au fil des années de rancœur. La paranoïa d'Andreas Gruber l'isolait chaque jour un peu plus de la civilisation. Les enfants grandissaient dans cet univers clos, coupés de l'innocence de leur jeune âge. La nature environnante semblait elle-même observer la propriété d'un œil de rapace. Les pistes forestières étaient souvent impraticables, interdisant toute fuite rapide en cas de danger. Quelque chose de profondément anormal planait sur Hinterkaifeck en ce début d'année. L'arme du crime, une pioche de ferme ordinaire, attendait patiemment son heure dans l'ombre. Les journaux locaux allaient bientôt s'emparer de cette affaire pour horrifier la nation entière. Le mystère d'Hinterkaifeck repose entièrement sur ce qui s'est tramé avant la tuerie. Les historiens s'accordent à dire que le contexte de 1922 a joué un rôle clé. La pauvreté poussait de nombreux déserteurs et vagabonds à errer sans but à travers les campagnes. Les crimes crapuleux se multipliaient dans les régions isolées privées de surveillance policière efficace. Mais à Hinterkaifeck, la menace ne venait peut-être pas du monde extérieur. Le danger grandissait à l'intérieur même des murs de cette funeste propriété rurale. L'imminence de la catastrophe se faisait sentir à travers de micro-événements inexpliqués par les résidents. Le compte à rebours macabre venait de commencer pour toute la famille Gruber sans qu'ils s'en doutent. C'est alors qu'au milieu du mois de mars, la servante de la ferme décida soudainement de fuir les lieux en hâte. Elle hurlait aux villageois terrifiés que la maison était possédée par des voix démoniaques cachées dans le grenier. Ces avertissements désespérés furent malheureusement balayés d'un revers de main par le patriarche autoritaire. Mais quelques jours plus tard, Andreas Gruber fit lui-même une découverte qui allait glacer son sang à tout jamais. Des empreintes de pas mystérieuses venaient de la forêt profonde et menaient tout droit à sa maison sans jamais faire demi-tour. Ces empreintes gelées marquaient le début d'un huis clos étouffant au sein de la propriété de la famille Gruber. À l'intérieur de ces murs épais, l'air semblait constamment chargé d'une rancœur accumulée depuis des décennies. Le vieux patriarche, Andreas Gruber, dirigeait ce domaine d'une main de fer dénuée de la moindre compassion. À l'âge de 63 ans, cet homme s'était forgé une réputation exécrable auprès de tous les habitants de la région. Les rumeurs locales le décrivaient comme un être cruel, avare et totalement associable.
Son épouse, Cäcilia Gruber, subissait quotidiennement la tyrannie de cet époux violent. Âgée de 72 ans, elle paraissait brisée par les privations et les mauvais traitements répétés. Le couple ne partageait plus depuis longtemps le moindre sentiment, si ce n'est une amertume partagée. Au centre de cette tempête familiale se trouvait leur fille unique, Victoria Gabrielle. À 35 ans, Victoria portait déjà le deuil de son mari, Karl Gabriel, déclaré mort durant la Grande Guerre. Cette perte l'avait laissée entièrement vulnérable face à l'emprise perverse de son propre père. Les villageois de Kaifek murmuraient tout bas au sujet d'une relation incestueuse liant Andreas à sa fille. Quelques années auparavant, Andreas avait même été condamné par la justice pour ce crime infâme. Après avoir purgé une courte peine de prison, le vieil homme était revenu à la ferme sans le moindre remords. L'isolement géographique de la propriété renforçait ce climat d'impunité et de terreur psychologique. C'est dans ce foyer brisé qu'ont grandi deux jeunes enfants innocents. La jeune Cäcilia, âgée de 7 ans, était la fille aînée de Victoria. Le petit Joseph, quant à lui, n'était qu'un bébé de 2 ans dont l'identité du père demeurait un mystère tabou. Les soupçons de la communauté locale désignaient ouvertement le grand-père Andreas comme le géniteur secret de l'enfant. Cette atmosphère de péché et de secret condamnait la famille à un rejet total de la part du voisinage. Personne ne se risquait jamais à franchir de plein gré les limites du domaine d'Interkaifeck. Victoria tentait d'échapper à cet enfer quotidien en se réfugiant dans le chant choral à l'église du village. Sa voix magnifique restait le seul éclat de beauté au milieu d'une existence autrement misérable. Mais dès que les chants cessaient, la dure réalité de la ferme reprenait immédiatement ses droits. Les travaux de la terre exigeaient des efforts physiques épuisants de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Andreas n'hésitait pas à hurler sur les siens au moindre signe de fatigue ou de faiblesse. Même les servantes engagées pour aider aux tâches domestiques fuyaient les unes après les autres. La dernière bonne en date avait quitté son poste à peine quelques mois avant ce mois de mars fatal. En partant en hâte, elle avait affirmé avec effroi que la maison était hantée par des esprits malveillants. Elle prétendait entendre constamment des bruits de pas furtifs provenant du grenier alors que celui-ci était vide. Andreas Gruber s'était ouvertement moqué de ces déclarations qu'il qualifiait de simples superstitions de bonne femme. Pourtant, l'absence de domestique forçait la famille à se replier encore plus sur elle-même. Les semaines s'écoulaient ainsi, rythmées par les silences de plomb et les éclats de colère d'Andreas. La petite Cäcilia passait de longues heures à jouer seule dans la grange pour fuir l'attention du salon. L'isolement d'Interkaifeck devenait une prison dorée pour un tyran et un tombeau psychologique pour ses victimes. À la fin du mois de mars 1922, une nouvelle servante nommée Maria Baumgartner fut enfin engagée pour les soulager. Elle devait arriver à la ferme le vendredi 31 mars dans l'après-midi. Mais alors que cette date approchait, le comportement habituel d'Andreas Gruber changea brusquement. Son arrogance habituelle laissa place à une vigilance nerveuse qui n'échappa pas à sa femme. Quelque chose venait de briser la routine étouffante de leur secret de famille pour y installer une peur bien réelle. Ce matin-là, le vieil homme découvrit un journal étranger déposé mystérieusement sur le pas de sa porte. Personne à la ferme ne s'était jamais abonné à cette publication venue directement de la lointaine ville de Munich. En levant les yeux de sa lecture, son regard se figea instantanément sur la serrure de la grande grange attenante. Quelqu'un avait forcé brutalement le mécanisme de fer avec un outil lourd, laissant des marques fraîches sur le bois sombre. La panique s'empara de lui lorsqu'il s'aperçut qu'un trousseau entier de clés de la maison venait également de disparaître sans laisser de traces. Andreas Gruber passa le reste de la soirée à fouiller nerveusement chaque tiroir de la cuisine dans l'espoir de retrouver ces mystérieuses clés disparues. Sa femme, Cäcilia, l'observait en silence depuis le coin de la pièce, serrant son vieux châle en laine contre sa poitrine face à cette tension grandissante. Le lendemain matin, une fine couche de neige fraîche s'était déposée sur le domaine d'Interkaifeck, figeant le paysage dans un calme trompeur. C'est en traversant la cour qu'Andreas remarqua soudain d'étranges empreintes de pas gravées très nettement dans la blancheur immaculée. Les traces lourdes et régulières commençaient précisément à la lisière de la sombre forêt de sapins pour se diriger droit vers les bâtiments.
Pris d'un affreux pressentiment, le vieux fermier suivit la trajectoire des pas et constata qu'aucune trace ne repartait dans le sens inverse. L'inconnu, quel qu'il soit, était entré dans le domaine d'Interkaifeck, mais n'en était visiblement jamais ressorti. Pensant à un rôdeur ou à un vagabond d'après-guerre, Andreas s'arma d'une lourde barre de fer avant d'inspecter les moindres recoins de ses granges. L'obscurité de l'enclos à foin était totale, et seules les lueurs de sa lanterne découpaient des formes mouvantes sur les murs de bois. Malgré une fouille minutieuse au milieu des outils et de la paille, il ne découvrit aucune présence humaine visible ce matin-là. L'angoisse s'installa pourtant durablement dans l'esprit du patriarche, qui commença à s'isoler davantage et à surveiller obsessionnellement la forêt. Quelques jours plus tard, la jeune Victoria constata à son tour des détails troublants dans l'organisation quotidienne de la maisonnée. Des objets du quotidien, comme des tasses en faïence et des outils de couture, étaient légèrement déplacés durant la nuit sans que personne n'y touche. Plus inquiétant encore, de l'étrange tabac pour pipe, d'une marque totalement inconnue de la famille, fut retrouvé sur le sol du hangar. Victoria interrogea son père à ce sujet, mais Andreas refusa brutalement d'en parler, préférant s'enfoncer dans son mutisme habituel. La nuit tombait très vite sur la région en cette fin de mois de mars, enveloppant la bâtisse isolée d'un silence de mort. C'est alors que les bruits commencèrent, d'abord discrets, puis s'intensifiant au fil des heures au-dessus de leur tête. Des bruits de pas lourds, semblables à des craquements réguliers, retentissaient distinctement dans le faux plafond du grenier supérieur. La petite Kézilia, âgée de seulement 7 ans, se réveillait souvent en pleurant, terrifiée par ces grincements nocturnes inexpliqués. Victoria tentait de la rassurer du mieux qu'elle pouvait, malgré sa propre certitude que quelqu'un se cachait là-haut. Andreas Gruber, obstiné et refusant de demander de l'aide au village, décida d'aller vérifier lui-même les combles de la maison. Tenant sa fende de lanterne d'une main tremblante, il inspecta chaque recoin poussiéreux du vaste grenier. Les bruits cessaient instantanément dès qu'il y posait le pied, ne laissant place qu'au sifflement du vent d'hiver. Pourtant, d'autres signes indiquaient de manière indéniable qu'un être vivant occupait secrètement les lieux. Une tuile de la toiture avait été volontairement déplacée, offrant un point d'observation idéal sur toute la cour intérieure. L'intrus pouvait ainsi épier sans aucun effort le moindre fait et geste de chaque membre de la famille Gruber. N'y tenant plus, Andreas confia enfin une partie de son angoisse à un voisin croisé sur le chemin du village. Le voisin, troublé par ces révélations, lui proposa de lui prêter un fusil de chasse ou de venir organiser une battue. Fier et défiant, Andreas refusa catégoriquement la main tendue, déclarant qu'il réglerait ce problème seul, sans l'aide de personne. Sa fierté mal placée allait pourtant sceller le destin tragique de tous les habitants d'Interkaifeck. La vieille bonne de la maison, épuisée par le climat malsain et convaincue que la ferme était maudite, fit ses bagages pour partir. Elle affirmait aux habitants du village qu'elle entendait des démons murmurer son nom depuis l'ombre de la cave. Son départ laissa la famille sans aide pour les tâches ménagères lourdes et le soin des nombreux animaux. Pour la remplacer, Victoria engagea une nouvelle servante, Maria Baumgartner, qui devait arriver à la ferme le vendredi 31 mars. Pendant ce temps, l'entité invisible continuait de resserrer son étau sur le quotidien des malheureux résidents. Un matin, Andreas découvrit avec stupeur qu'un journal local inconnu avait été déposé bien en évidence sur le porche. Personne à la ferme ne s'était abonné à cette gazette, imprimée dans une ville voisine où aucun d'eux ne s'était rendu récemment. La certitude qu'un maniaque vivait au milieu d'eux sans se montrer devint une réalité de plus en plus lourde à porter. Les serrures des portes extérieures portaient également d'étranges marques de forçage, comme si quelqu'un avait tenté d'entrer ou de s'enfermer. Le jeudi soir, la veille de la tragédie, le bétail dans l'étable se mit à hurler de terreur de manière ininterrompue. Quelque chose ou quelqu'un se tenait là, tapi dans l'obscurité la plus totale, observant la famille sans faire le moindre bruit. Le petit Joseph, installé dans son berceau, pointa soudain le doigt vers le coin sombre de la chambre en gémissant doucement. Victoria se retourna brusquement, mais il n'y avait rien d'autre que les ombres vacillantes de la bougie sur le mur. La nuit du vendredi 31 mars 1922 commença à s'abattre sur Hinterkaifeck, marquant le début de l'horreur absolue. Soudain, un bruit sourd de choc métallique en provenance de la grange retentit, brisant l'insupportable silence nocturne.
Andreas se leva d'un bond de sa chaise, le visage blême, réalisant que le mystérieux intrus venait enfin de passer à l'action. Sans hésiter, il prit la direction du couloir menant directement à la grange où le piège macabre s'était refermé. Andreas Gruber s'avança péniblement dans l'obscurité totale du couloir menant à la grange. Ses pas lourds faisaient grincer les vieilles planches de bois desséchées sous le poids de son corps fatigué. L'homme s'arrêta brusquement pour écouter un bruit anormal provenant de l'épaisse structure en bois de la grange. Un frisson glacial parcourut son échine, alors qu'un courant d'air inhabituel éteignit brusquement la mèche de sa lanterne. Désormais plongé dans le noir, Andreas tendit sa main rugueuse vers la poignée métallique de la porte de communication. La porte pivota sans un bruit, révélant le gouffre sombre et oppressant de la grange, plongé dans le silence. À peine eut-il franchi le seuil qu'une ombre massive se détacha de la paille accumulée au fond de la pièce. L'agresseur invisible leva une lourde pioche de ferme au-dessus de sa tête avec une effroyable détermination. Andreas tenta de reculer, mais ses pieds s'entremêlèrent de manière fatale dans les cordages étalés au sol. Le fer tranchant de l'outil s'abattit avec une violence inouïe, fracturant instantanément le crâne du vieil homme. Le corps lourd d'Andreas Gruber s'effondra lourdement sur la paille, n'émettant qu'un faible râle d'agonie. Inquiète de ne pas voir revenir son époux, Cecilia Gruber décida à son tour de s'aventurer vers la grange. Elle traversa prudemment le même couloir sombre en serrant nerveusement les pans de son vieux tablier usé. En approchant de la grange, la vieille femme remarqua une étrange odeur métallique mêlée à la senteur familière du foin. Elle chuchota le prénom de son mari d'une voix tremblante qui se perdit instantanément dans l'immensité du bâtiment. Soudain, une main gantée de cuir sombre jaillit de l'obscurité pour la saisir brutalement par le cou. Avant qu'elle ne puisse pousser le moindre cri, le tueur implacable frappa sa tête à coups redoublés. La malheureuse s'effondra inanimée juste à côté du corps sans vie de son époux. Dans la maison, Victoria Gabriel berçait mollement son plus jeune fils, sans se douter du drame extérieur. La jeune veuve finit par s'étonner du silence anormal de ses parents, partis depuis trop longtemps. Pensant à un problème avec le bétail, elle appela sa fille Cecilia pour l'accompagner dehors. Mère et fille descendirent lentement l'escalier raide dont chaque marche résonnait comme un glas. L'atmosphère de la maison semblait s'être épaissie, chargée d'une menace invisible mais omniprésente. Guidées par un pressentiment funeste, elles s'avancèrent l'une derrière l'autre dans l'antre de la grange. Victoria aperçut soudain une forme sombre allongée sur le sol et étouffa un cri de stupeur. C'est à ce moment précis que le monstre surgit de l'ombre de la charpente métallique. Victoria tenta d'interposer son corps pour protéger sa petite fille de la fureur du tueur. Le premier coup de pioche l'atteignit de plein fouet à la tête, brisant net sa résistance. La petite Cecilia, pétrifiée de terreur, se mit à hurler de toutes ses forces au milieu des cadavres. Sans la moindre once de pitié, l'assassin se tourna vers l'enfant terrifié pour faire taire ses cris. Un sifflement sinistre déchira l'air avant que la pioche ne mette un terme cruel à sa jeune existence. Le silence retomba lourdement sur la grange où reposaient désormais 4 corps entassés. Mais la folie meurtrière de l'intrus n'était pas encore totalement assouvie. Il traversa le couloir d'un pas calme et mesuré, se dirigeant vers la chambre de la nouvelle bonne. La domestique Maria Baumgartner, arrivée le jour même à la ferme, dormait d'un sommeil profond. Le grincement de la porte de sa chambre la réveilla en sursaut au milieu de la nuit. Elle n'eut même pas le temps de se redresser que la silhouette s'abattit violemment sur elle. Le lit fut instantanément maculé de sang alors que le bourreau frappait sans relâche sa 5e victime. Il ne restait désormais plus qu'une seule âme vivante au sein de la funeste demeure d'Interkaifeck. Le petit Joseph, âgé de seulement 2 ans, dormait paisiblement dans son petit berceau d'osier. L'ombre du tueur se projeta de manière sinistre sur le mur juste au-dessus de l'enfant innocent. D'un geste d'une froideur absolue, le monstre acheva méthodiquement son terrible et sanglant massacre. Une fois les 6 meurtres accomplis, l'assassin ne prit étrangement pas la fuite dans les bois environnants. Au lieu de cela, il commença à nettoyer calmement ses mains ensanglantées dans la bassine d'eau de la cuisine. À l'extérieur, la tempête de neige se leva, effaçant définitivement les dernières traces de pas menant à la ferme maudite. Alors que la nuit touchait à sa fin, une faible lueur s'alluma soudain à la fenêtre de la cuisine.
Le tueur était toujours là, tapi à l'intérieur de la maison close avec les 6 cadavres encore chauds. Le week-end d'avril commence sans qu'aucun signe de vie n'émane de la ferme d'Interkaifeck. La fumée continue pourtant de s'échapper régulièrement de la cheminée centrale. Au village voisin de Wangen, les proches commencent à s'inquiéter de cette absence prolongée. La jeune Kézilia n'est pas venue à l'école le samedi matin sans aucune justification. Le dimanche, la famille entière manque cruellement à l'appel lors de la messe hebdomadaire. Le facteur remarque aussi que le courrier s'accumule dangereusement dans la boîte aux lettres. Le mardi 4 avril, le mécanicien Albert Hoffner arrive enfin à la ferme pour réparer un moteur. Il frappe fermement à la porte principale, mais n'obtient absolument aucune réponse de la maisonnée. Le silence de mort qui règne à l'extérieur est seulement brisé par les aboiements lointains du chien. Hoffner décide alors de commencer son travail seul dans le hangar mécanique ouvert. Pendant plus de 4 heures, il répare la machinerie lourde dans une solitude oppressante. Il ressent constamment le regard invisible de quelqu'un tapi au fond de la grange sombre. Son travail terminé, l'artisan s'en va sans avoir croisé la moindre âme humaine. Il croise plus tard le voisin Lorenz Schlittenbauer et lui fait part de ses vifs doutes. Inquiet, Schlittenbauer décide immédiatement d'organiser une équipe de recherche avec 2 autres villageois. Les 3 hommes s'avancent d'un pas lourd vers la bâtisse sinistre alors que la nuit tombe. Ils pénètrent d'abord dans la grange par une petite porte latérale qui n'est pas verrouillée. La lueur de leur lanterne révèle soudain un amoncellement suspect de paille et de vieilles planches. Schlittenbauer écarte nerveusement les débris et découvre un pied humain figé par le froid. Sous le foin gisent 4 corps entassés les uns sur les autres dans une mare de sang séchée. Les cris d'effroi des hommes résonnent contre les vieilles poutres de la structure en bois. Malgré la terreur ambiante, ils se précipitent vers l'intérieur de la maison d'habitation. Dans la petite chambre de la bonne, ils découvrent le corps sans vie de Maria Baumgartner. Le pire cauchemar les attend dans la chambre des maîtres, près du petit berceau. Le bébé Joseph a été lâchement assassiné au milieu de ses couvertures ensanglantées. La scène est si insoutenable que les villageois s'effondrent sous le coup de l'émotion. Un messager court à travers champs pour prévenir les autorités locales de ce massacre. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans toute la région en quelques heures. Avant même l'arrivée de la police, des dizaines de curieux envahissent illégalement la scène du crime. Des voisins piétinent négligemment le sol, détruisant de précieuses empreintes de pas. Certains villageois manipulent même les objets personnels et déplacent maladroitement les corps. L'effroyable vérité frappe les esprits. Le tueur a mangé dans la cuisine après le massacre. Les vaches ont également été nourries et traites méticuleusement pendant ces 4 jours de cauchemar. Le monstre a dormi paisiblement dans les lits de la famille alors que leurs cadavres pourrissaient. La police de Munich, alertée trop tard, n'arrive sur les lieux que le lendemain matin. L'inspecteur en chef Georg Reingruber prend la direction des opérations au milieu du désordre. Les enquêteurs constatent immédiatement l'étendue des dégâts causés par la foule de curieux. La récolte des indices scientifiques est rendue presque impossible par cette contamination humaine. La police commence alors à interroger les villageois pour comprendre la dynamique interne de la ferme. Les premiers soupçons se portent rapidement sur les secrets les plus sombres de la famille Gruber. Le comportement étrange du voisin Lorenz Schlittenbauer lors de la découverte éveille la méfiance. Il semblait connaître la disposition de la maison mieux que quiconque dans le village. De plus, sa relation passée et conflictuelle avec Victoria ravive de vieilles rancœurs locales. Les théories se multiplient rapidement alors que l'angoisse s'installe définitivement dans la communauté. Un médecin légiste s'apprête maintenant à pratiquer l'autopsie des 6 victimes à même la ferme. Les premiers examens des crânes brisés révèlent la violence inouïe de l'arme utilisée. C'est alors qu'un policier découvre une cache secrète dans le grenier qui surplombe la scène. Quelque chose de frais et d'absolument terrifiant s'y trouve, prouvant que le mystère ne fait que commencer. Les enquêteurs munichois se retrouvent immédiatement plongés dans un abîme de questions face à l'atrocité commise à Interkaifeck. Pour comprendre qui pouvait en vouloir autant à cette famille, il faut d'abord gratter le vernis de respectabilité des Gruber. Le patriarche Andreas Gruber n'était pas un homme aimé, mais plutôt un tyran redouté par toute la communauté locale. Sa cruauté envers les siens et sa réputation d'avare légendaire en faisaient une cible idéale pour les rancœurs paysannes.
Mais le plus sombre secret de la ferme résidait dans les relations incestueuses qu'il entretenait avec sa propre fille, Victoria. Cette liaison interdite avait d'ailleurs conduit Andreas en prison quelques années auparavant pour crime d'inceste. Le petit Joseph, âgé de seulement 2 ans, était d'ailleurs largement considéré par les villageois comme le fruit de cet inceste. Les enquêteurs se demandent alors si le massacre n'est pas le résultat d'un drame familial ayant impliqué un amoureux éconduit. C'est alors que le nom de Lorenz Schlittenbauer surgit immédiatement au premier rang des suspects logiques. Schlittenbauer était l'ancien amant de Victoria et il avait initialement accepté de reconnaître la paternité du petit Joseph. Blessé dans son honneur, il s'était ensuite rétracté, affirmant publiquement qu'Andreas était le véritable père de l'enfant. De plus, l'attitude de Schlittenbauer lors de la découverte des corps sème un trouble profond parmi la police. Alors que les autres témoins étaient paralysés par l'effroi, lui s'est déplacé au milieu des cadavres sans manifester la moindre surprise. Il a même touché et déplacé certains corps avant l'arrivée de la police, détruisant ainsi de précieux indices. Interrogé sur son sang-froid suspect, il affirma simplement qu'il cherchait son propre enfant au milieu du massacre. Faute de preuves matérielles indiscutables, la police ne peut l'inculper formellement malgré la virulence des rumeurs locales. Une autre piste mène les enquêteurs vers le défunt mari de Victoria, Karl Gabriel, officiellement mort pendant la Grande Guerre. La rumeur prétendait que Karl n'était jamais tombé au combat en France, mais qu'il avait déserté les tranchées. Rongé par la vengeance en découvrant l'inceste commis durant son absence, il serait revenu pour exterminer toute la lignée. Plusieurs camarades de régiment jurent pourtant l'avoir vu mourir au front sous les tirs d'artillerie dévastateurs. Cependant, aucun corps n'ayant jamais été formellement identifié, le doute insaisissable persiste dans l'esprit du public. L'enquête explore également l'hypothèse d'un groupe de rôdeurs violents ou de rescapés traumatisés par la guerre récente. L'Allemagne de 1922 subit une crise économique sans précédent, poussant de nombreux marginaux au banditisme de grand chemin. Néanmoins, l'attitude du tueur après les meurtres contredit totalement le profil classique d'un simple voleur de passage. Une somme d'argent considérable se trouvait pourtant bien en évidence dans la maison, mais elle n'a jamais été touchée. Le criminel n'est manifestement pas venu pour s'enrichir, sa motivation profonde résidait ailleurs dans une noirceur absolue. Plus terrifiant encore, les animaux de la ferme ont été méticuleusement nourris et soignés durant tout le week-end du massacre. La fumée sortant régulièrement de la cheminée prouve que l'assassin a cuisiné et habité les lieux avec les 6 cadavres. Il a même consommé d'importantes portions de viande fraîche prélevées directement dans les réserves personnelles de la famille. Ce comportement de parasite domestique oriente l'enquête vers un suspect qui connaissait intimement les habitudes de la maisonnée. La police examine alors le profil des anciens domestiques passés par la ferme au cours des années précédentes. La précédente servante, Kressensrigger, s'était enfuie précipitamment quelques mois plus tôt, terrorisée par l'ambiance des lieux. Elle affirmait sans relâche que la maison était hantée par une présence malveillante cachée dans les combles. Ces déclarations prennent une signification terrifiante lorsque l'on réalise que le tueur s'y cachait probablement déjà à l'époque. Les policiers interrogent plus de 100 personnes dans toute la région, mais chaque piste solide se termine inexorablement par une impasse. L'incompétence initiale des premiers intervenants commence à peser lourdement sur l'avancement des investigations criminelles. Les théories les plus folles circulent parmi la population locale, alimentant une paranoïa collective insoutenable. Certains murmurent que le tueur fait partie du village et qu'il observe calmement l'enquête se piétiner elle-même. Pour briser l'impasse, les enquêteurs décident alors d'employer une méthode radicale et hautement controversée pour l'époque. Ils ordonnent la décapitation complète des 6 cadavres afin d'envoyer les crânes à des médiums basés à Munich. Cette décision macabre va précipiter l'affaire vers un niveau de bizarrerie et d'horreur psychologique totalement inédit. Mais alors que les têtes des victimes transitent vers la capitale, un événement impensable va briser définitivement le cours de la justice. Les 6 crânes disparaissent mystérieusement au cours du transport, effaçant à jamais les dernières preuves physiques du crime. La disparition inexplicable des 6 crânes brisés marque le début d'un fiasco judiciaire sans précédent dans l'histoire criminelle bavaroise. Les enquêteurs de Munich se retrouvent soudainement démunis face à cette perte colossale de preuves anatomiques cruciales.
Sans ces ossements indispensables pour de nouvelles analyses, les médecins légistes doivent clore prématurément leur rapport d'autopsie. L'opinion publique commence à gronder face à l'incompétence flagrante de la gendarmerie locale, face à cette affaire hors norme. Les mois s'écoulent lentement sur la plaine de Gröbern, mais la terreur instillée par le massacre ne s'estompe jamais. Les rumeurs continuent de circuler à voix basse dans les tavernes locales, alimentant la paranoïa collective des habitants terrifiés. Personne n'ose s'approcher de la ferme maudite d'Hinterkaifeck une fois la nuit tombée sur les bois environnants. Les héritiers éloignés de la famille Gruber refusent catégoriquement d'habiter ce lieu souillé par tant de violences gratuites. Au printemps de l'année 1923, la décision radicale de raser entièrement la propriété est finalement prise d'un commun accord. Les premiers coups de pioche s'abattent lourdement sur les murs de la grange où les 4 premiers corps furent entassés. En démolissant les structures en bois vermoulu, les ouvriers font une découverte supplémentaire qui glace le sang des témoins présents. La pioche d'origine ayant servi au meurtre est retrouvée dissimulée astucieusement sous les lattes du plancher du grenier. L'outil arrosé de sang séché confirme définitivement l'endroit exact où le tueur s'était tapi en observant sa proie. Malgré cette preuve matérielle tardive, l'identité de la main qui a manié cette arme reste un mystère insaisissable. La démolition se poursuit de plus belle jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un immense tas de pierres et de poutres calcinées. Ce geste radical vise à effacer définitivement l'infamie du crime de la surface de cette région agricole paisible. À la place de la sinistre demeure, les villageois décident d'ériger un humble monument commémoratif en pierre grise. Les noms des 6 victimes y sont gravés pour que la mémoire de leur tragique destin ne s'efface jamais totalement. Pourtant, le dossier d'enquête de la police munichoise refuse de se refermer malgré les décennies qui s'écoulent. Dans les années 1930, de nouveaux interrogatoires sont menés sans succès auprès des anciens voisins vieillissants. La Seconde Guerre mondiale éclate ensuite, reléguant le mystère d'Hinterkaifeck au second plan des préoccupations nationales. Après la guerre, les vagues successives d'enquêteurs modernes tentent d'appliquer les nouvelles technologies de criminologie sur ce cas froid. Malheureusement, l'absence totale d'empreintes digitales exploitables et d'ADN condamne chaque tentative à l'échec cuisant. Le sort final des 6 crânes volatilisés demeure l'énigme la plus obsédante et la plus incompréhensible de tout le dossier. Certains théologiens pensent que les têtes ont été enterrées secrètement dans un lieu sacré pour apaiser les âmes torturées. D'autres murmurent que le tueur lui-même a volé les crânes comme d'effroyables trophées de sa victoire macabre. En 2007, les étudiants de l'académie de police de Fürstenfeldbruck reprennent l'enquête avec les méthodes les plus modernes. Ils parviennent à dresser un profil psychologique précis du meurtrier grâce aux détails méticuleux des micro-actions passées. Cependant, par respect pour les descendants vivants des suspects potentiels, les conclusions de leur rapport final restent secrètes. L'histoire retient simplement qu'un coupable idéal a bel et bien existé, emportant son terrible secret dans sa tombe. Les erreurs commises dès les premières heures de la découverte des corps ont scellé à jamais le destin de cette affaire. Hinterkaifeck est ainsi devenu le symbole universel du crime parfait, né du chaos et de la négligence humaine. Les 6 victimes reposent désormais dans une sépulture commune au cimetière de Weidhofen, enfin réunies dans la paix éternelle. Les esprits tourmentés de la petite Casilia et du bébé Joseph ont quitté cette plaine froide pour trouver le repos. Le massacre de la ferme maudite se transforme définitivement en une légende sombre gravée dans le folklore européen. 100 ans plus tard, le vent qui souffle à travers la forêt de Pins semble encore porter l'écho étouffé de cette nuit d'horreur. L'absence de réponse définitive maintient la fascination morbide et l'effroi intact pour les générations futures de chercheurs. L'enquête est close pour la justice, mais l'histoire d'Hinterkaifeck demeure à jamais une blessure ouverte dans la mémoire collective. La terre a repris ses droits sur le sang versé, recouvrant les secrets d'un manteau de verdure et de silence absolu. Le mystère reste entier, mais les ombres de la ferme maudite se sont enfin dissoutes dans l'immensité du temps.